Je sais pas si vous avez les hormones dans le tapis, mais en tout cas, moi, je suis plein d'énergie pour retrouver Chantal-Anne Dumas et sa chronique santé. Bonjour, comment vas-tu? Bonjour, Slaïs, c'est sûr que ça va bien. On parle de musique, on parle d'extracteur à jus, on parle de détox, tout pour me mettre de bonne humeur. Puisque tu en parles, j'aimerais saluer et remercier Cynthia Beaupré qui est arrivée chez moi avec un extracteur à jus parce que je lui parlais de ma détox qui a commencé avec Chantalane. Puis là, je sais que tu offres dans ta détox, c'est tellement merveilleux, tu offres des recettes et ben, il y a des smoothies, il y a des jus. Là, j'ai vu ton potage de chou-fleur aussi que je veux faire dans les Au prochains jours. curcuma, oui. Oui, exactement. C'est merveilleux. Alors là, je suis prêt, je suis bien équipé grâce à Cynthia et je trouve ça formidable. Il y a plusieurs auditeurs qui ont participé à ta détox. Je veux saluer Isabelle aussi qui était prête. Fait que j'espère qu'elle se fait des bonnes recettes suggérées par Chantalane. C'est merveilleux. On se prépare pour l'automne. Puis c'est la saison des potages, hein, l'automne, fait que tu tombes à Oui, pile, Chantalane. oui, ben j'ai Merveilleux. essayé. Oui, j'ai reformulé un peu la détox que j'offre normalement au début janvier puis au printemps, parce que ça répondait à un besoin. Puis comme on en a parlé les dernières semaines, de faire de la détox à l'automne, ça augmente notre énergie vitale puis ça favorise notre système immunitaire aussi. Alors, j'ai voulu mettre beaucoup l'accent sur l'alimentation. Je sais que économiquement, c'est pas évident ces temps-ci. Les suppléments, ça coûte cher. Donc, il y a des gens qui me demandaient d'essayer de réduire la quantité de suppléments dans les cures et d'axer sur l'alimentation. Alors, j'ai Oui. respecté ça. J'ai essayé de choisir des aliments d'automne, des aliments du Québec, mais qui sont vraiment alignés avec la détox. Donc, on est à la deuxième journée officiellement aujourd'hui, mais si les gens veulent encore se joindre, il n'y a pas de problème. Les liens sont sur mes murs et tout est enregistré. Vous avez des documents. Il y a donc 19 recettes pour les 10 jours de détox. Vous avez un guide détox de 24 pages également. On a eu un bel atelier samedi matin pour expliquer les tenants et aboutissants de la cure. Et je viens de décider, en parlant avec toi, de vous donner en bonus l'atelier sur l'extracteur à jus, sur comment faire les jus et les smoothies que j'ai présenté donc au printemps dernier. Je vais vous l'inclure dans les liens avec toutes les autres choses. Mais donc, avec l'histoire de la détox, normalement, je fais pas de détox au mois d'octobre et la question hormonale est passée un petit peu dans le vide. Alors, je voulais rattraper ça. On sait que le mois d'octobre, c'est le mois de la prévention du cancer du sein. Et moi, je suis très impliquée du côté hormonal. Quand j'avais ma clinique au Québec, j'ai fait de l'hormonothérapie bioidentique pendant donc une dizaine d'années. On était la première et la plus grosse clinique d'hormonothérapie bioidentique au Québec. C'est nous autres qui avons formé les médecins qui se disent maintenant les spécialistes des hormones bioidentiques. Alors, ça a toujours été mon dada. Puis le cancer du sein aussi, en 2009, j'avais fait un gros congrès sur J'ai perdu ton son. J'ai plus de son, Chantal. un appel WhatsApp qui est rentré en même temps. Je suis vraiment désolée. Ah, parfait. On Donc, reprend. désolée. Alors, je disais que le mois d'octobre, c'est le mois de la prévention du cancer du sein et je suis une fanatique des hormones parce que non seulement j'ai eu pendant une dizaine d'années une grosse clinique d'hormonothérapie bioidentique au Québec, mais en 2009, j'avais créé un congrès pour les professionnels de la santé avec tout ce qu'on pouvait faire dans les approches alternatives comme la médecine fonctionnelle, la naturopathie, l'homéopathie et tout ça pour Mhm. compléter évidemment les approches conventionnelles. Donc, je me suis un petit peu établie dans la naturopathie comme quelqu'un spécialisé dans les hormones et dans l'accompagnement des cas de cancer du sein. Alors, c'est vraiment mon dada. Et puis, ce que j'ai voulu faire pour souligner le mois du cancer du sein, c'est que ce soir, mercredi soir, on a un webinaire gratuit qui s'appelle J'ai mal à mes hormones. Donc, à 19 heures, vous avez encore les liens sur
mon mur Facebook. Important de savoir que le webinaire ne sera pas en rediffusion. D'habitude, tous mes trucs, vous pouvez les reprendre en rediffusion. Mais ce webinaire-là, normalement, je le vends. C'est vraiment une présentation spéciale. C'est un cadeau que je vous fais pour le mois d'octobre. Donc, c'est ce soir, mercredi soir, ou sinon, vous devrez vous le procurer en l'achetant parce que c'est seulement ce soir que ça a lieu à 19h, mais il y a encore des places, alors vous pouvez encore vous inscrire. C'est J'ai mal à mes hormones. Donc, j'ai fait différentes activités dans le mois d'octobre. Il y avait le défi J'aime mes seins. Si vous allez sur ma chaîne YouTube, vous allez trouver 31 capsules vidéo qui couvrent différents aspects de la santé des seins. Je parle de phytoestrogènes, je parle d'eau, je parle d'activité physique, de complexe B, bref, de toutes les choses qui sont importantes pour la santé des seins. Mais quand on parle de la santé des seins, en réalité, on parle de la santé des hormones. Alors aujourd'hui, je voulais qu'on parle justement dans son sens large de la santé des hormones parce qu'il y a énormément de mythes qui entourent les hormones et je trouve ça dommage et je trouve ça hyper important qu'on adresse ces mythes-là parce que on entend souvent les femmes dire, puis même les hommes qui vivent avec des femmes, maudites hormones. Ah oui, ça a le dos large, hein, quand même, ça. Ça a le dos large, puis on les voit souvent comme quelque chose de problématique. Alors qu'en réalité, on pourrait remplacer le mot hormone par le mot messagère. Les hormones sont vraiment les messagères dans notre corps qui transportent l'information d'un système à l'autre pour Intéressant, nous ça. aider à réguler nos différents systèmes et à nous adapter à l'environnement. Le problème, c'est que on décode mal parce qu'on nous a pas appris à décoder nos hormones. On nous a appris, en Amérique du Nord particulièrement, à supprimer les messages de notre corps pour être productive. Alors, quand une femme a mal au ventre parce qu'elle a un syndrome prémenstruel, on lui a pas appris à décoder le message et à voir si c'est une carence en magnésium, par exemple. L'utérus, c'est le plus grand muscle de notre corps. Et le magnésium a un effet relaxant, alors que le calcium a un effet contractant. Qu'est-ce qu'on fait? On met beaucoup l'accent sur le calcium parce que ça fait vivre l'industrie des produits laitiers et on passe le magnésium sous silence. Donc, les femmes sont très sensibilisées à l'importance du calcium, prennent du calcium, donc qui contractent les muscles, dont l'utérus, et ne prennent pas de magnésium. Et le magnésium est impliqué pas juste dans notre utérus, dans 300 réactions métaboliques dans notre corps, est impliqué dans la détox, est impliqué dans la production des neurotransmetteurs calmants. Alors, à chaque fois qu'on vit du stress, à chaque fois qu'on consomme du sucre, à chaque fois qu'on consomme de l'alcool ou qu'on consomme d'autres produits que le corps doit métaboliser, eh bien, on utilise le magnésium. Puis le magnésium, on ne presque plus dans notre environnement parce que des facteurs comme les pluies acides, par exemple, vont épuiser notre sol en magnésium. Alors là, on a mal au ventre. Ben, on nous apprend pas à dire, il y a peut-être une carence en magnésium dans ton alimentation. Qu'est-ce que ça vient de dire? Non. On doit être productive, on doit aller au travail, on doit aller à l'école. Alors, on s'enfile une Tylenol ou le médecin nous prescrit des anovulants pour réguler notre cycle, mais c'est toujours un bobo, une pilule. Hein? On remet notre pouvoir, on remet notre souveraineté, on remet notre mieux-être à un professionnel de la santé, alors qu'en réalité, les vrais experts de notre santé, c'est nous. Au lieu d'aller à Les la source, hein? professionnels. Oui, bien sûr. Mais comment on va aller à la source dans une consultation qui va durer entre 5 et 10 minutes avec quelqu'un qui ne nous connaît pas et dont le mandat est de pusher les médicaments de Big Pharma? Hein? Les suppléments de magnésium, là, c'est pas payant pour Big Pharma. On met pas de brevet sur le magnésium, c'est une substance naturelle. Alors, c'est pas payant. Donc, on n'a pas intérêt à dire à la fille, il faut manger des légumes verts feuillus, il faut manger des légumes racines, peut-être ralentir un peu le calcium, puis favoriser ton magnésium. Puis, qu'est-ce que ta douleur vient de dire? C'est quoi qui se passe dans ton ventre, dans tes hormones? Alors, on nous dépossède de nos connaissances, on nous dépossède de notre souveraineté parce qu'il y a des intérêts financiers, évidemment, d'impliquer dans l'affaire. C'est comme comment on a réussi à faire croire à des populations entières qu'une injection génique expérimentale était plus efficace pour combattre un virus que notre immunité naturelle.
Il n'y a Ouais. aucune logique là-dedans et il n'y avait aucune possibilité qu'un coronavirus, on puisse créer des injections qui allaient s'adapter aussi rapidement à un virus qu'on sait être euh, très mutant. Alors, si on sait qu'un virus va muter, on sait aussi qu'il va devenir moins dangereux. Et ce Absolument. qu'on doit faire, c'est isoler, ce qui s'est toujours fait de toutes les épidémies qu'on a connues depuis qu'on documente l'histoire de la médecine. Quand il y a une épidémie, on met à l'abri les personnes vulnérables, on met à l'abri les personnes infectées et le restant de la population construit son immunité naturelle pour que les mutations virales qui vont faire que le virus va devenir de plus en plus contagieux, mais de moins en moins dangereux, suivent son cours normal. C'est comme ça que ça gère une épidémie. Et n'importe qui a une base de compréhension d'épidémiologie ou d'immunité ou de santé publique sait très bien ça. Mais évidemment, on n'était pas autorisé à dire la vérité, ni à se fier à notre gros bon sens, ni à notre expérience clinique. Alors, c'est toujours le même pattern. On dépossède les gens, et dans ce cas-ci, les femmes, de nos connaissances, de notre gros bon sens, de notre logique, parce que c'est payant pour Big Pharma de dire prends ta petite pilule puis va travailler. Alors, on a appris d'une certaine façon à détester nos hormones qui essaient juste d'alerter notre conscience sur le fait qu'il y a un déséquilibre dans notre corps. Peut-être un déséquilibre de substances nutritives, comme dans le cas du magnésium ou des vitamines B. Dans certains cas, un déséquilibre parce que on a peut-être pas assez de période de repos, on n'a peut-être pas assez de sommeil, ou peut-être un déséquilibre parce qu'on a un excès de stress qu'on n'arrive pas à gérer efficacement. Bref, les hormones sont là pour nous ramener des messages, pour nous permettre de nous adapter. Mais nous, au lieu de faire ça, ben, c'est plus simple de prendre la petite pilule puis de continuer à être productif. Tu sais. Je Alors, voulais juste, je veux revenir sur l'histoire des injections parce que je trouve ça important et intéressant ce que tu dis, Chantalane. Si tu me le permets, en ce moment, je trouve ça dommage, je trouve ça triste parce que tout le monde est malade. Tout le monde est malade alentour de moi. C'est complètement ridicule. Je demande des entrevues à un tel puis à un tel. Ils sont tous malades. Pourtant, ils sont supposés être protégés parce qu'ils sont vaccinés. Alors, on voit vraiment à quel point ça n'a pas marché. Et puis, que ça va avec ce que tu dis. On a affaibli notre système immunitaire en prenant ces injections-là qui non seulement ne protègent pas les autres, ne protègent pas soi-même. Alors, je trouve ça dévastateur, les effets qu'on constate aujourd'hui. Et il y en a qui le regrettent amèrement parce qu'ils ont suivi la propagande. Hein. Donc, ils pensaient bien faire, mais ils ont bien vu que c'est parce que ces gens-là n'étaient pas tant malades avant. Et là, ils deviennent malades à répétition. C'est bizarre, hein, le constat. Bref, ben, ça a été, merci d'en oui, ben, parler. c'est démontré maintenant dans des études cliniques que vous pouvez vous procurer sur le web, même du côté des officiels, que plus les gens ont reçu d'injections, plus leur immunité est affaiblie face aux variantes Mhm. du virus en question. Je ne vais pas trop le nommer pour pas qu'on soit qu'on fasse tomber la chaîne, mais Ah, à la radio, donc, il n'y a aucun problème. C'est juste pour ouais, mais notre on diffuse. reprise sur YouTube Oui, c'est ça. qui va tomber. Mais à la Alors, radio, on est à l'abri de tout ça. on a un petit peu de poil sur la langue, mais bref, les gens savent de quoi on parle. Et donc, Exact. c'est effectivement triste. Mais bon, moi, j'ai quand même la conscience tranquille à travers tout ça parce que je ne pouvais pas faire plus que ce que j'ai fait en termes de lancer l'alerte, en termes d'expliquer aux gens quelles étaient les conséquences prédictibles de ça. Par contre, c'est sûr, j'écoutais encore hier soir une entrevue à la Quinta Columna, qui est l'émission espagnole qui a découvert la présence du graphène dans l'injection génique expérimentale. J'ai fait une émission d'ailleurs là-dessus que vous pouvez retrouver sur ma chaîne YouTube. Euh, mais donc, ça va beaucoup plus loin que ce qu'on pensait. Là, ils sont en train de dire qu'il n'y a même pas d'ARN messager que les chaînes d'acides aminés ne sont pas présentes. Donc, il n'y a même pas d'ARN messager. Qu'il y a réellement une perturbation de l'ADN. Ça aussi, c'est démontré par des études cliniques
Oui, oui, et puis puis le à grande professeur, échelle. Patrick Provost, était venu nous en parler, aussi. Alors, c'était son constat OK, parce que cool. c'est un spécialiste, Donc, lui, de l'ARN messager. Alors, il sait de quoi il parle, mais il a été, censuré, oui, il a je été connais un petit peu son congédié. Alors, histoire. voilà, Mais et c'est mais triste. en tout cas, bref, parce que c'est aussi Alexandra Henrion-Claude qui nous a parlé Oui. avec son livre Les apprentis sorciers. Mais comme je dis, c'est que là, on remet complètement en cause le fait qu'il n'y a même pas d'ARN messager synthétique dans cette injection génique. En Mmh. fait, ben, je pourrais faire carrément un segment là-dessus parce qu'il faudrait que je décortique pour que les gens comprennent bien de quoi je parle. Mais il n'y aurait même pas d'ARN messager. On va laisser ça là-dessus parce que si on va avoir le temps de parler d'hormones, on va revenir à Ben oui, notre. ben oui. Puis là, je veux pas être hors sujet, justement, mais tu sais que tu t'adresses non seulement à un homme, mais à un gay. Alors, les hormones, c'est pas vraiment ma spécialité. Par contre, est-ce que ça peut nous concerner, nous, les hommes, quand on parle d'andropause, à ce moment-là, il y a des changements aussi. Totalement. En fait, ce Oui, qu'on hein, doit c'est savoir, ça. c'est que les hommes et les femmes, on a les mêmes hormones, mais dans des proportions différentes. Alors, c'est sûr que avant la puberté, on a un profil hormonal qui est plus semblable. Puis Mhm, après la ménopause ou l'andropause aussi, parce que là, nos taux d'hormones chutent. Ben donc, les femmes, notre hormone dominante, c'est clairement l'estrogène. On a aussi la progestérone. Et on a de la testostérone, évidemment pas en même quantité que les hommes. Et les hommes, inversement, vous avez la testostérone plus élevée, mais vous avez aussi mhm. des estrogènes. Ah Donc, oui, c'est ça, je les savais mêmes pas. principes. Et quand je vais parler des mythes, tu vas voir que les mythes, ça concerne les deux sexes. Parce que bon, comme je disais, le plus grand mythe, là, c'est maudites hormones. Moi, la phrase que j'ai entendue le plus souvent dans mes 26 ans de carrière, c'est j'ai l'impression de devenir folle. Parce que, évidemment, quand on a des variations hormonales, puis là, c'est vraiment du gros n'importe quoi, quand on arrive à la périménopause, puis la périménopause, techniquement, ça commence à peu près à l'âge de 30 ans pour beaucoup de femmes. Alors, de 30 à 50 ou 50 quelques, jusqu'à temps qu'on soit ménopausé officiellement, c'est long, longtemps, là. Tu sais, c'est Mhm, long, longtemps. Ou est-ce qu'à tous les mois, tu es dans une espèce de montagne russe émotionnelle? Et ce qu'on oui. doit comprendre, c'est que les neurotransmetteurs, donc qui régulent nos humeurs, sont directement reliés avec nos hormones, qui sont aussi directement reliés avec notre système immunitaire. Donc, c'est vraiment ce que j'appelle le trio infernal ou le triangle de Bermude, parce que on est vraiment prise entre les trois têtes de la bête, ou est-ce que si on a un déséquilibre au niveau de nos humeurs, de nos neurotransmetteurs, ça va affecter nos hormones. Par exemple, si on a vécu un stress intense durant le mois, perte d'emploi, un deuil, quelque chose comme ça, c'est sûr que notre cycle menstruel soit va arriver plus tôt, va être plus abondant, notre cycle va être déréglé. Et très souvent, quand on vit le dérèglement au niveau de l'humeur et des hormones, ben, c'est notre système immunitaire qui va crasher après ça. Ou ça peut débuter par l'immunité, puis là, l'immunité affecte notre humeur, nos hormones. Mais bref, les trois aspects se tiennent ensemble. Et là, souvent, quand les femmes arrivent à moi, ben, c'est justement, elles ont fait le tour de d'autres approches. Et là, les trois systèmes sont effondrés et elles ne savent plus par quel bout commencer. Et Mm. le pire dans cette histoire-là, et c'est vraiment ça que je veux dénoncer, c'est le fait qu'elles se font dire par le médecin conventionnel, tout est normal, ça se passe dans ta tête. Fait qu'elles peuvent bien avoir l'impression de devenir folles, mais elles ne sont pas Aïe, aïe, pantoute aïe. en train de devenir folles. OK? Mm. Et donc, pour les hommes qui vivent avec nous, les hommes autour de nous aussi, ça peut être vraiment très difficile à vivre, ces Ouais. changements hormonaux qu'on a, parce que c'est très imprévisible. Puis des fois, on n'est pas capable de justifier qu'est-ce qui se passe. Et puis, un moment, on est en train de rire, le moment après, on veut sortir le couteau à cuisine et puis Ouais. faire le ménage autour de nous. C'est très, très, très difficile à vivre. Et donc, pour les gens autour de nous aussi, ça peut l'être. Et donc, moi, c'est ça que je déplore, c'est le fait que la première chose qu'on doit comprendre, ça, par rapport aux hormones, c'est que des hormones, c'est l'hypothalamus. Oh, on a une petite tape. C'est soluble dans les gras. Donc, c'est comme si tu essaies de mélanger de l'eau avec de l'huile dans ta vinaigrette. Ça marchera pas, hein? Ça va prendre quelque chose qui va émulsionner, soit du vinaigre, soit du citron ou quelque chose comme ça, parce qu'on peut pas mêler l'eau avec le gras. Bien, dans notre sang, c'est la même chose. Le sang est un milieu aqueux. Donc, c'est un milieu
liquide, c'est pas un milieu qui est gras. Alors, nos hormones, elles peuvent pas circuler, pardon, elles À peuvent tes pas souhaits. circuler librement dans la circulation sanguine. Elles doivent circuler attachées à un transporteur qu'on appelle OK. le Sex Hormone Binding Globulin ou SHBG pour faire court. Et donc, quand on fait une prise de sang, on ne peut pas évaluer comme il faut le taux d'hormones parce que les hormones, elles sont liées à ce transporteur-là, elles sont pas libres dans notre sang. Et c'est vraiment problématique aussi parce que on a des écarts très larges dans notre vie, on va dire adulte, entre le temps qu'on débute nos cycles menstruels, notre ménopause, mais aussi à l'intérieur du même mois. Et très souvent, l'endroit où on est rendu dans notre cycle est même pas tenu en ligne de compte quand on fait la prise de sang. Alors, non seulement le sang, c'est pas un bon moyen pour évaluer nos hormones, mais l'écart est beaucoup trop large. Alors, je donne un exemple concret. Un scénario que je vois très, très, très souvent. La plupart des femmes, là, à partir de 30 ans, sont dans ce scénario-là où on a beaucoup trop d'estrogène pour la quantité de progestérone. Puis après, je vais vous expliquer pourquoi c'est comme ça. OK. Mais là, ce qui arrive, c'est que quand on fait une prise de sang, donc je vous rappelle que le sang est un milieu aqueux et que les hormones sont liposolubles, où on ne peut pas bien évaluer ça, eh bien, on a un écart type qui est très, très large. Et là, la femme va avoir souvent un taux d'estrogène qui va être soit à peu près dans le milieu de l'écart ou même vers l'extrémité élevée, hein? Mais elle va être encore dans le barème normal, mais peut-être juste du côté plus élevé du barème. Et du côté de la progestérone, ça va être l'inverse. Elle va être encore dans la normale, mais elle va être du côté inférieur de la progestérone. Alors, quand le médecin reçoit le rapport, très souvent, il va juste regarder où il y a des petites étoiles pour voir si les taux sont à l'extérieur de la normale. Et dans ce cas-ci, ils ne seront pas à l'extérieur de la normale, ils vont être encore dans la normale. Mais si on regarde le ratio entre les deux hormones, le taux d'estrogène va être beaucoup trop élevé par rapport à la quantité de progestérone. Même si on a moins de 2 des hormones qui sont reflétées dans la prise de sang, même à l'intérieur de ce 2 on va avoir beaucoup trop d'estrogène par rapport à la quantité de progestérone. Et ça va avoir beaucoup de conséquences. C'est ça qui va causer, par exemple, les menstruations très abondantes, la surstimulation des récepteurs à estrogène qui vont donner, par exemple, des kystes ovariens, des fibromes, les seins enflés avant nos menstruations. Bref, tous les symptômes pour lesquels on blâme nos hormones, en réalité, sont souvent causés par l'excès d'estrogène par rapport à la quantité de progestérone. Et là, encore là, il y a un autre mythe parce que les femmes vont dire comment je peux être en excès d'estrogène? D'abord, mon taux sanguin était normal. Et deuxièmement, j'arrive à ma ménopause. Comment je peux avoir trop d'estrogène? Parce qu'on sait que la ménopause survient quand on n'a plus suffisamment d'estrogène. Alors, l'idée, c'est que c'est pas un surplus net. D'abord parce que, encore une fois, la prise de sang n'est pas un bon moyen d'évaluer et on est peut-être encore à l'intérieur du barème très, 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 très large, Mm. mais c'est un excès relatif par rapport à la progestérone. Parce que les deux hormones doivent être équilibrées comme une balançoire pour enfants. Et quand on a l'estrogène les estrogènes qui sont très élevés et la progestérone qui est basse, eh bien, l'effet prolifératif des estrogènes, donc qui fait qu'on va développer nos caractéristiques féminines, mais aussi qu'on va développer du tissu adipeux, puis de l'inflammation, puis des bouboules dans nos seins, dans nos ovaires, dans notre utérus, puis partout. Ben, c'est la progestérone qui met le frein à l'effet prolifératif des estrogènes. Alors, quand on manque de progestérone par rapport à la quantité de nos estrogènes, eh bien, on va se ramasser avec des problèmes de santé. Et là, eh bien, tout ça se reflète sur nos neurotransmetteurs parce que les hormones essaient de nous dire qu'il y a un déséquilibre, ils essaient de nous dire qu'il y a quelque chose qui fonctionne pas. Et là, ben, on se fait dire non, tes hormones sont normales, c'est dans ta tête que ça se passe. Et très souvent, on prescrit un antidépresseur ou un anxiolytique aux femmes. Et là, la femme me dit, moi, j'ai pas envie de prendre un antidépresseur parce que je sens bien qu'il y a quelque chose qui va pas. C'est pas dans ma tête. J'ai pas de raison d'être déprimée ou d'être anxieuse. C'est dans mon corps que ça va pas. Mais elles ne sont pas entendues parce que dans le test conventionnel, qui sert pas à évaluer l'équilibre hormonal en passant,
Dans le test conventionnel, on a dit que son taux était normal. Alors, pour réellement avoir des taux pour évaluer les hormones, dans un contexte, par exemple, où on voudrait recommander des hormones bioidentiques ou, le cas échéant, incorporer une approche naturelle, eh bien, il y a des tests de salive qui existent et il y a des tests urinaires qui nous permettent de voir comment le foie va réussir à métaboliser ou à transformer les hormones. Donc, il y a des moyens beaucoup plus sophistiqués qu'on fait en médecine fonctionnelle, en naturopathie, pour évaluer les hormones et comment le corps gère les hormones. Il faut comprendre que la médecine conventionnelle, elle a une place à jouer dans le système de santé, mais les tests qui sont proposés, c'est lorsqu'il y a vraiment des glandes qui ne fonctionnent plus. Par exemple, on a une maladie comme la maladie d'Addison, par exemple, au niveau de nos glandes surrénales, mais ça, quand on parle, nous autres, en naturopathie, par exemple, d'épuisement des glandes surrénales, en médecine conventionnelle, ça n'existe pas parce que c'est pas une maladie de nos glandes, c'est juste un trouble fonctionnel. C'est comme quand on va dire, moi, j'ai le foie lent. En médecine conventionnelle, ça n'existe pas un foie lent. Pourtant, les gens qui ont le foie lent savent très bien qu'ils ont le foie lent. Ils savent qu'ils ne peuvent pas manger une poutine sans se taper une crise d'hépatite, une crise de foie. Qui peuvent pas prendre 2 verres d'alcool sans être pompettes. Donc, ils savent qu'ils ont le foie lent, mais en médecine conventionnelle, ça n'existe pas, un foie lent. Donc, les tests en médecine conventionnelle, c'est fait pour tester quand l'organe est vraiment en destruction ou qu'on a eu un accident de la route ou quelque chose comme ça, mais c'est pas fait pour adresser les déséquilibres et les troubles fonctionnels ou les troubles chroniques. Ou même Et c'est ça prévenir, qui est hein? dommage. Ouais, mais tu sais, c'est correct qu'on ait chacun notre place. Ben, d'abord, ils nous la donnent pas, notre place, ça, c'est une des choses. Mais ce qui me dérange, c'est le fait que parce qu'on n'a pas les bons outils ou la bonne approche, on remet toujours ça sur le dos de la femme. C'est la femme qui a un problème dans sa tête parce qu'elle sent qu'il y a un déséquilibre dans son corps. Moi, quand une femme me dit je me sens pas bien, si les tests qu'on a fait faire ne révèlent rien, ben je vais jaser avec elle puis je vais aller voir c'est quoi qui va pas bien. Parce que je pars toujours du principe que la femme, elle est l'experte de sa propre santé et qu'il n'y a personne qui a envie d'être malade et il n'y a personne qui a envie de souffrir. Donc, s'il y a quelque chose qui se passe, c'est que son corps essaie de lui transmettre un message via le mal-être ou la maladie. Et ma job, c'est de le décoder avec elle pour essayer de rétablir l'équilibre dans son corps, soit en corrigeant les habitudes alimentaires ou à son mode de vie ou en libérant certains traumatismes émotionnels, comme on a parlé la semaine dernière. Donc, c'est ça que je trouve vraiment le plus gros mythe par rapport aux hormones, c'est que parce qu'on les teste pas adéquatement, eh bien, c'est la femme la coupable, c'est dans sa tête que ça se passe et c'est pour ça que les femmes passent le temps à me dire qu'elles ont l'impression de devenir folles alors qu'en réalité, elles sont tout simplement en déséquilibre hormonal. Mm-hmm. C'est plus sécurisant de se faire dire ça que justement de se penser fou ou bien d'être incomprise parce que moi, je comprends pas ces phénomènes-là au niveau des femmes. Alors, c'est bien de t'entendre parler là-dessus pour démystifier ce sujet-là et mieux comprendre aussi. Même, tu sais, moi, il n'y a pas de femme qui m'entoure, là, je suis avec Félix, mais pour les hommes qui nous écoutent, qui ont une conjointe à la maison et qui veut mieux réagir ou comprendre, ben, c'est extraordinaire ce que tu nous dis. Oui, mais tu dis c'est mieux de se faire dire que oui, mais c'est surtout que ça nous redonne le pouvoir. Tu sais, quand tu te fais dire il n'y a rien qui se passe, mais que tu le sens bien qu'il y a quelque chose qui se passe, ça te met dans un état de dissonance cognitive. Là, dire, mais là, encore une fois, ça l'invalide ton ressenti. Et c'est ça qu'ils nous font depuis des années, d'invalider notre ressenti aux femmes. Tu sais, alors que notre intuition, elle est tellement géniale. On a survécu comme espèce humaine depuis au moins 12 000 ans, en grande partie grâce à l'intuition des femmes, grâce à l'instinct maternel, grâce à ces choses qui relèvent justement de notre féminité. Eh bien,
on essaie au contraire aujourd'hui de nous en déconnecter en nous donnant, par exemple, des applications sur notre téléphone pour traquer nos différents marqueurs, nos battements cardiaques, notre température basale, etc. Alors qu'on peut très bien s'entraîner soi-même. Moi, par exemple, j'ai utilisé très peu de temps la pilule contraceptive dans ma vie. J'ai toujours fonctionné avec la méthode symptothermique et c'est tellement génial parce que tu apprends à vraiment reconnaître les signaux de ton corps, à savoir quand tu es en préovulation, quand tu es en ovulation et ton énergie n'est pas la même, ta créativité n'est pas la même, ton sens d'orientation n'est pas le même. C'est-tu vrai qu'ils ont même fait une étude où ils demandaient à des gens dans la rue de donner des directions. Hein? C'est à quel endroit, telle affaire, telle affaire. Et on sait tous que les hommes et les femmes ne donnent pas les directions de la même manière. Souvent, les hommes vont orienter avec les points cardinaux. Ils vont dire, tu t'en vas vers le nord pendant 10 kilomètres, puis après ça, tu tournes à l'est. Mais pour une femme, se faire dire ça, là, ça veut absolument rien dire. Mais les hommes, de manière ancestrale, encore une fois, si on se remet dans la biologie évolutive, les hommes partaient à la chasse. Il n'y avait pas de pancarte dans le bois là, pour leur dire vous êtes à 3 kilomètres de la prochaine ville. Donc, il fallait qu'ils puissent s'orienter avec les points cardinaux. Mais les femmes, nous, on donne les directions en disant ben après le McDo, tu tournes à gauche, puis après ça, tu vas voir, il y a un parc. Après le parc, parce que nous, on allait à la cueillette des bleuets, puis on cherchait des racines de manioc pour quand les chasseurs revenaient pas avec des proies. Il fallait bien qu'on ait quelque chose à manger. Donc, nous, c'était des petits endroits pas loin qu'on reconnaissait visuellement. On n'avait rien à serrer des points cardinaux. Alors, ils ont fait ces études-là et là, ils ont refait les études en testant les hormones des gens. Et c'était très intéressant parce que, par exemple, quand les hommes avaient un taux de testostérone qui était plus bas, ils tentaient à donner des directions comme des femmes. Ils commençaient à leur dire, tu tourneras après le McDo, etc., au lieu de dire nord-sud, est-ouest. Ben oui, parce que la testostérone, c'est justement ce qui fait le côté chasseur, le côté conquistador. Alors, évidemment, quand il y en a moins, ben, ils sont moins portés à aller chasser loin, donc ils donnent des directions comme des femmes. C'est vraiment fascinant parce que quand on comprend les hormones, il y a tellement d'affaires qui font du sens par rapport au couple, par rapport à comment les gens se comportent et tout ça. Et tu disais que comme homme, tu connais pas l'univers des hormones féminines, mais c'est vrai. J'ai aucun sens de l'orientation non plus. Alors, peut-être que ta testostérone n'est pas optimale. Et c'est là où je vais en venir. Parce que, donc, la testostérone est aussi, comme les estrogènes, une hormone liposoluble. D'ailleurs, l'excès de testo, dans certains cas, est converti en estrogène. Et donc, les hommes qui s'injectent, par exemple, dans les gyms, des fois, vont se ramasser avec des seins parce que ils font de la gynécomastie qu'on appelle. Ils vont avoir donc un excès parce que dans la voie de transformation des hormones, la testo peut être convertie en estrogène. Alors donc, ce que je disais, pour les tests, c'est vrai aussi pour les hommes parce que on teste la testostérone des hommes dans un grand écart type. D'abord, on teste encore une fois une hormone liposoluble dans un milieu aqueux. Et cet écart type, ben, on va dire à l'homme, par exemple, qui a 40 ans, dont la testo est sur la limite inférieure, c'est normal. Ben, je m'excuse, un homme de 40 ans n'est pas supposé d'avoir un taux de testostérone sur la limite inférieure. Donc, c'est sûr qu'il va se sentir peut-être apathique, peut-être sans motivation, parce que là, encore une fois, n'oubliez pas que les hormones sont reliées avec nos neurotransmetteurs. Donc, l'aspect de la dopamine qui va nous donner le côté un petit peu pétillant et tout ça, on va l'avoir moins aussi quand la testo va être par terre. Ça va affecter la qualité de notre sommeil, par exemple. Le GABA, donc qui est un neurotransmetteur calmant, est très, très, très relié à la progestérone chez les femmes. Donc, quand notre progestérone chute à partir de la trentaine, eh bien, ça a un impact sur notre GABA, donc notre capacité à dormir profondément. Alors, tout ça est relié, mais parce qu'on ne nous l'enseigne pas, eh bien, on pense que ça se passe dans notre tête. Puis la solution facile, parce qu'on a tous besoin de dormir, on a tous besoin d'aller travailler, ben, c'est prendre les petites pilules de Big Pharma pour masquer le symptôme. Ouais. Et c'est beaucoup mieux de consulter une naturopathe qui va nous orienter vers la façon la plus naturelle et à être à l'écoute
de son corps Oui. plutôt que de prescrire n'importe quoi ou de dire ça, j'en reviens pas. Ah, c'est normal. C'est fâchant, en tout cas, de se faire dire ça, là. Ben, c'est que ça invalide encore une fois le ressenti de la femme. Mais je veux dire, moi, je faisais de l'accompagnement à la naissance et puis quand j'étais enceinte de mon fils, le 11 septembre 2001, hein, c'est une journée qu'on n'oubliera pas, mon fils est retourné en siège. Et donc, moi, je suis minuscule, là, je fais 5 pieds 2. Toi, tu m'as vu dans la vraie vie, mais parce que j'ai une voix un peu grave, les gens pensent toujours que je suis une grande femme, mais je suis minuscule. Et donc, le père de mon fils est un grand homme, pardon, et mon fils était long. Donc, quand il s'est retourné et qu'il a mis ses fesses vers le bas au lieu de mettre la tête pour commencer à descendre, ça l'a crevé mes os. Et je disais à la médecin durant mon examen que mes os étaient crevés. Et elle me disait, non, non, c'est des écoulements normaux avant l'accouchement. Je lui ai dit, non, je sais faire la différence. Mes os sont crevés. Et on m'a pas cru jusqu'à temps qu'on me fasse une échographie parce qu'on voulait tenter une version externe de mon bébé pendant qu'il était encore dans mon ventre qui se présente la tête en premier. Et donc, on a vu tout de suite que j'avais plus du tout de liquide amniotique. Mais c'est fou que tu te dis, j'ai brisé mes os et on ne te croit pas jusqu'à On temps. t'obstine. Tu sais, mais c'est ça la réalité des femmes, ça, en médecine, c'est que on n'est pas entendu. On n'est pas entendu parce que ça fait pas l'affaire de personne. Ça fait pas l'affaire du médecin qui a 5 à 10 minutes à nous accorder. Ça fait pas Ouais. l'affaire de Big Pharma. Ça fait pas l'affaire de notre employeur. Ça fait pas l'affaire de personne quand on est connecté à notre ressenti. Moi, c'est vraiment ça, tu sais, mon cheval de bataille. C'est vraiment de redonner le pouvoir aux gens d'une manière générale, mais comme je dis, c'est sûr que les femmes puis les hormones, c'est mon dada et c'est le gros de ma clientèle, mais c'est vrai dans plein d'aspects. Regarde, on va parler, bon, toi, tu viens du milieu du showbiz, on va parler mettons de l'apparence, parce que nos hormones, on le sait, ça gère aussi la qualité de notre peau puis notre apparence physique. Euh, toute cette histoire, à quel point on veut nous imposer un modèle unique de beauté. C'est sûr que Ouais. la journée où les femmes vont s'aimer comme elles sont, là, notre visage, notre corps, etc., c'est combien qu'il y a d'industries qui tomberaient par terre? Le maquillage, la chirurgie esthétique, plein d'affaires. Alors, on veut tout le temps nous encourager à se fier à un modèle, encore une fois, qui est extérieur à nous et à invalider notre ressenti, puis même celui des hommes. Bon, Mm. toi, tu es en couple gay, c'est peut-être un concept, mais je sais que les gays sont Ah, il beaucoup y a de la axés en pression général aussi aussi chez sur les gays. l'esthétique. Oui, Il y a c'est de la ça. pression chez les gays parce que plus on vieillit, moins on est intéressant sur le marché là, pour être en couple, là. D'été, Alors, ouais. des petites crèmes, du botox, ci et ça, c'est vraiment, on veut pas d'un vieux gay, là. Ça, c'est très Ah, difficile. on veut pas d'une vieille hétéro non plus, là. Non plus. Donc, vois-tu, les standards sont bien trop élevés et souvent inatteignables parce que là, même avec les réseaux sociaux, les filtres puis tout ça, là, ça transforme les gens en une personne qui n'est même pas vraie. Parce que on s'entend que quand tu te mets un filtre là, Instagram ou WhatsApp ou etc., tu ne ressembles pas à ça dans la vraie vie. Donc, ça induit les personnes en erreur. Et je pense surtout aux jeunes. Tu sais, les très jeunes là, qui ont ça comme modèle, mais leur modèle n'existe pas parce qu'il a été transformé de façon, et puis là, c'est encore pire, pars-moi pas là-dessus, Chantalane, avec l'intelligence artificielle, non, mais on crée des gens qui n'existent même pas. Ils sont belles, ils sont beaux, mais dans le fond, c'est de l'intelligence artificielle, c'est des robots. Alors, les jeunes, là, moi, j'ai beaucoup de peine pour les générations plus jeunes qui vont essayer d'atteindre ça et c'est complètement irréalisable. Alors, Ben, il faut revenir à soi. oui, ben en fait, il paraît que la chirurgie la plus en demande maintenant, les jeunes filles arrivent justement avec leurs photos TikTok ou filtrées et Ben elles oui. veulent ressembler à ce qu'elles ont l'air avec un filtre. C'est hallucinant, je veux dire. Donc, ça nous ramène encore une fois au fait que
on veut toujours nous vendre quelque chose. C'est ça l'affaire. C'est pourquoi c'est comme ça, c'est qu'on fait de l'argent. Et donc, pourquoi c'est rendu comme ça dans le milieu des gays aussi? Ben, c'est que une fois qu'on a exploité complètement ce qu'on pouvait exploiter des femmes en termes de leur vente des hormones et des chirurgies et tout ça, ben, on a grandi le marché en allant chez les hommes, puis en allant maintenant chez les enfants, en leur vendant des bloqueurs d'hormones et des chirurgies pour changer de sexe. Alors, il n'y a aucune scrupule, il y a aucune morale dans ces industries-là. Elles sont là pour l'argent et c'est ça qui est ça et on prend tous les moyens. Et comme le contrôle est le même, je veux dire, on sait que les médias, dans 96 des cas, appartiennent à 6 compagnies. Donc, c'est les mêmes qui tirent les ficelles du côté des médias, qui bénéficient de Big Pharma et tout ça et du complexe militaro-industriel. Donc, on sait que ces gens-là alignent leur message et on dit, ben voici, on va leur vendre tel genre de look et puis c'est complètement irréaliste. Alors, ils vont avoir besoin de faire des chirurgies, de faire ci, de faire ça. Encore une fois, on s'en remet aux autres. On s'en remet à des pseudo-experts pour savoir ce qui est bon pour nous et pour avoir l'air d'une image. Et comme tu dis, c'est complètement irréaliste. Et ce qui est triste là-dedans, c'est que ça fait l'affaire de personne. Je veux dire, ça fait l'affaire des compagnies, mais on parle de nous autres en tant qu'humains, là. Tu sais, Mm. souvent, tu sais, j'ai fait du site de rencontres longtemps, puis j'ai eu l'occasion de parler avec beaucoup d'hommes et j'ai trouvé ça fascinant parce que, comme dans mon univers de travail, c'est toujours plus des femmes, j'avais toujours la version des femmes d'un Mhm. paquet d'affaires de société. Mais là, sur les sites de rencontres, j'ai pu parler avec des hommes que je connaissais pas, que j'aurais probablement jamais rencontrés autrement. Et les hommes trouvent tellement qu'en général, les femmes, on est trop dur envers nous-mêmes. C'est pas, tu sais, nous autres, on pense qu'on fait nos chirurgies, nos ci, nos ça, là, pour les hommes, mais la plupart des hommes n'aiment même pas ça. Euh, Ils voient les femmes avec beaucoup de chirurgie. Ça peut, là, qu'ils vont liker sur Instagram ou whatever, mais c'est pas vrai que c'est pour eux qu'on fait ça parce que la plupart des hommes n'ont pas ces attentes-là nécessairement envers nous. Mais Et mieux les femmes au naturel. ben, très souvent. Puis les résultats, ben, ils sont ce qu'ils sont. Puis je veux dire, je suis pas là aujourd'hui là, pour critiquer les gens qui se sont fait faire des chirurgies ou des interventions quelconques. Si ça vous rend heureux, c'est correct. On parle plutôt de ça comme phénomène social, non pas comme perspective individuelle. Il y a des gens pour qui c'est important pour leur estime d'eux-mêmes ou pour toutes sortes de raisons, et ça, je le respecte. Mais on parle de phénomène du fait qu'on essaie toujours de nous entraîner à invalider notre ressenti, autant au niveau de nos hormones que de notre santé, que de notre beauté, parce que, à grande échelle, il y a plein de gens qui bénéficient économiquement du fait qu'on soit dépendante de certains médicaments, de certains produits, de certaines chirurgies. Et donc, c'est vraiment ça que moi, je déplore. Et c'est pour ça que je milite beaucoup pour, bon, les hormones au naturel, mais aussi le vieillir naturellement et la diversité corporelle, parce que on a toute une beauté qui nous est propre et puis il faut apprendre à valoriser ça, à valoriser d'être en santé. Tu sais, moi, dernièrement, j'ai fait l'objet d'attaques personnelles parce que on connaît tous l'histoire, là, que j'ai pas voulu adhérer à certaines compagnies de vente par paliers multiples. Et puis, ça change rien à ma popularité comme naturopathe. Ça change rien à mon efficacité comme naturopathe. Et heureusement qu'il y a des gens intelligents qui me suivent et qui Ben oui, comprennent qui font ça, la part des choses. Ouais. qui font la part des choses, effectivement, et qui sont capables de voir que la santé, ça va au-delà, par exemple, de juste notre poids ou tout ça. Tu sais, l'apparence de la peau, l'éclat d'une personne, son niveau de vitalité, ce qu'elle dégage, tout ça, ce sont des signes de santé. Et en général, une personne saine va être une belle personne, peu importe qu'on n'ait pas un nez complètement droit ou qu'on a un petit bourrelet quelque part. Ou qu'on soit, comme tu disais tantôt, vieillissant. Je pense qu'il y a une beauté des gens vieillissants qui ont traversé des épreuves. En tout cas, moi, ça m'interpelle. Je trouve les gens vieillissants plus beaux, généralement. Bien, C'est évidemment, quand merveilleux. c'est une
de les Quand c'est voir. bien géré, là, tu Ouais, sais. ben oui, quand on s'occupe de soi, mais moi, je trouve ça merveilleux. D'ailleurs, cette semaine, je vais voir Cyndi Lauper en spectacle. Elle a 70 ans et elle n'a pas eu recours à toutes sortes de chirurgies, tout ça, contrairement à d'autres comme Madonna, qui est méconnaissable. Alors, moi, j'aime ça Méconnaissable. voir vieillir mes idoles comme ça. Je suis pas affecté. J'aimerais mieux voir vieillir Madonna en beauté que de ne pas la reconnaître sur ses réseaux sociaux. Elle abuse des filtres aussi. Je pense qu'elle s'ajoute des chirurgies imaginaires là, parce que en personne, moi, je l'ai vue aussi en spectacle, Madonna, puis elle n'a pas autant il n'y a pas de filtre hein, sur scène. Alors, elle a abusé des filtres des réseaux sociaux, mais en personne, c'est une autre histoire. Elle a des chirurgies, mais c'est moindre par rapport à ce qu'elle nous présente. En tout cas, moi, je salue au Je trouve ça passage. dommage. Hein? Oui, oui, c'est dommage parce que il y a de la pression là, de ces artistes-là. Hein. Les gens aussi là, ne veulent pas voir leur idole vieillir. Ça cause cette pression-là sur les épaules des artistes. Il faut toujours qu'ils soient à leur meilleur. Il ne faut pas qu'ils se changent trop les cheveux parce que là, ça ébranle les gens. Hein. Les artistes, là, c'est la seule chose qui ne change pas dans l'environnement des gens. C'est réconfortant. Les gens perdent leur conjoint et leur conjointe, leur emploi. Alors, les artistes, c'est ce qu'il y a de plus stable pour eux. Ils aiment ça, là. Alors, quand ça change trop, ben, ils perdent leur repère. Ça, c'est un autre sujet. C'est mon côté gérant Non, mais d'artiste ça qui peut. serait, écoute, on devrait faire une de mes émissions des belles rencontres du dimanche soir sur cette thématique. Je trouve ça fascinant parce que, en fait, ben, dimanche soir, on parlait de euh, comment les gens, en fait, une de mes invitées a perdu sa fille s'est suicidée et elle Ah, disait à quel point elle trouve ça dur, comment les gens l'ont laissé tomber. Et je lui disais que c'est malheureusement le cas, hum, et c'est le cas aussi quand les gens ont des diagnostics de maladies graves, entre autres le cancer du sein. Il y a très peu de couples qui survivent au cancer du sein, et ça, c'est terrible. Et c'est vraiment qu'on a on n'est plus capable comme société de tolérer l'inconfort. Alors, c'est vrai, je n'avais pas pensé à l'aspect de la stabilité de ta vedette qui était là durant tes peines d'amour quand tu étais ado, puis qui est encore là dans ta peine d'amour de 50 ans. Alors, tu veux qu'elle reste pareille, mais c'est aussi parce que ça nous renvoie face à notre propre mortalité. Si tu vois Madonna qui vieillit, qui est rendue à 60 ans à quelque, ben, tu es obligé de prendre conscience que toi aussi, tu vieillis. Donc, ça nous ramène au vieillissement et à notre propre mortalité. Et on veut pas, malgré que c'est inévitable, mais on veut pas c'est bien vrai. penser à ça. Hum, Et exact. c'est terrible parce que je trouve que ces femmes-là perdent tellement une opportunité extraordinaire d'être des vraies idoles, d'être des vraies personnes. Tu sais, quand j'avais mis, je ne sais pas si tu me suivais dans ce temps-là, mais j'ai vu que tu avais mis un article sur Lenny Kravitz et j'avais mis cette photo de Lenny Kravitz avec Oui, ses beaux je l'ai vu. abdos de vegan à 59 ans. Ça avait déclenché tout un tollé sur mes murs. Et moi, je trouve ça tellement déplorable parce que je passe mon temps à mettre des modèles de bien vieillir. Et quand tu vois un gars qui a été dans ce milieu-là, un rocker, se prendre sa santé en main et avoir l'air de ça à 59 ans, moi, je trouve ça hot. Puis je me dis, ça devrait être des inspirations. Puis au lieu de ça, il y a une espèce de jalousie mal placée ou je ne sais pas quoi, mais Ah, les ouais. gens ne sont pas capables de recevoir ces images-là. Alors que moi, je pense que justement, on a adulé ces personnes-là, ben, elles devraient en profiter pour être des exemples de bien vieillir, de prendre notre santé en main. Oui, Tu puis sais, lui, on devrait. il disait comment il était arrivé à ce corps-là parce qu'il est vegan et il prend soin de sa santé, autant physique que mentale. Donc, moi, je voyais ça comme de l'espoir. C'était beau à regarder, Oui. mais c'est vrai hein, que le public juge puis aime pas ça Ah, il y quand en les a gens qui ont. sont trop quand les gens sont trop de bonne Ben, humeur, là, ça dérange. c'est parce qu'encore une fois, ça les ramène face à eux-mêmes. Tu sais, les gens Mm. aiment mieux penser que c'est parce qu'il prend de l'adénochrome ou qu'il a une bonne génétique que de dire, ben, tu sais, moi aussi, si j'étais végane, puis je m'entraînais, puis je prenais soin de ma santé sur tous les plans, moi aussi, je pourrais avoir des beaux abdos, ça serait peut-être pas les mêmes que ceux de Lenny, mais ça serait les mieux que moi, je peux avoir. Et je pense que c'est juste ça qu'on doit aspirer, c'est d'être
la meilleure version de nous-mêmes. Et quand Exact. toi, tu es la meilleure version de toi-même, là, tu sais, t'as beau pas être parfait. Puis encore là, on pourrait discuter longtemps de c'est quoi la perfection. Mais quand justement, tu es dans un corps en santé là, qui te donne l'énergie dont tu as besoin pour passer à travers ta journée, qu'il n'y a pas de troubles digestifs, que tu n'as pas les humeurs tout croche, que tu dors quand c'est le temps de dormir, que tu es heureux de te lever le matin parce que tu as encore un sentiment d'être utile à la société puis de faire quelque chose qui contribue pour tes semblables, ben, tu sais, je veux dire, mon bourrelet ou mon petit cheveu gris ou ma petite ride au coin de l'œil, who cares, là? Tu sais, ultimement, c'est qu'on a une, une mission, on a une essence et c'est ça qu'on est venu partager. Puis tu remarqueras que quand les gens ont ça, quand les gens ont cette belle énergie-là, on les regarde nécessairement, tu les vois dans une foule, puis ton regard est attiré, puis tu es inspiré, tu as envie de savoir comment ils font pour dégager ça. Hmm. C'est ça vraiment notre rôle aussi comme personne qui vieillit. Tu sais, tu disais tantôt, personne veut d'un vieux gay. Ben, ça aussi, c'est un symptôme de notre société parce que dans d'autres cultures, on valorise les personnes vieillissantes au lieu de les mettre au rencard. Tu sais, on a tout un Absolument. bagage de vie, on a de l'expérience à partager. Euh, Exact. tu sais, on a autre chose à apporter que juste notre véhicule physique, là, tu sais. Ça, c'est un bon Mais quand, sujet à aborder, ça, bientôt, si tu veux qu'on parle de ça, le vieillissement, puis honorer les personnes avec leur bagage et tout ça. Moi, je parlerai avec toi toute la journée, mais il faut aller en musique. Et je trouve que depuis le début de la chronique, tu nous donnes beaucoup d'espoir. Hein? You give me hope, Chantal Anne Dumas. Merci beaucoup. Et on peut te consulter d'ailleurs si on a des questions par rapport aux hormones, en plus de la belle détox que tu viens de commencer, où les gens peuvent encore s'inscrire et rattraper le webinaire en rediffusion. Alors, on va sur tes pages Facebook, Chantal-Anne Dumas, oui, naturopathe, pour te et ne suivre. pas manquer. Excuse-moi, Steph, parce qu'on a un petit gap. Et là, Et hein, ne pas avec la République dominicaine. Oui, oui, c'est ça, on est loin un peu. C'est déjà magique qu'on soit capable de faire des chroniques comme ça. Vraiment. Alors aussi, ne pas manquer la belle présentation que je vous offre gracieusement ce soir, J'ai mal à mes hormones, pour aller plus loin dans la thématique des hormones. Et est-ce que je peux m'inscrire? Est-ce que je peux écouter, moi, en tant Ben qu'homme? oui, ça a été toujours bienvenu dans tous Ah, mes, dans ben, tous mes événements. génial, parce que moi, là, je suis dans quarantaine avancée, là, je sens un débalancement d'hormones, là. Ben, la présentation est axée surtout sur les femmes, mais comme je disais, on a les mêmes hormones dans des proportions différentes. Donc, des choses par rapport au lien avec les neurotransmetteurs et tout ça. Je suis certaine que tu vas trouver ça intéressant. Puis tu dis que tu n'es pas entouré de femmes, mais tu sais, on est plein de chroniqueurs femmes à la radio. J'aime pas ça chroniqueuse, j'aime mieux dire chroniqueurs. Donc, tu as quand même Tu as des bien femmes dans ta raison. vie. Oui, j'ai toujours quand même été entouré de femmes, mes artistes féminines. Moi, j'aime les divas, hein. J'aime les femmes de caractère, avec de la personnalité. Donc, oui, je suis très bien entouré. C'est juste qu'à la maison, il y a pas grand-femme ici. En plus, Brutus, c'est un mâle. Alors, on est une maison pleine de testostérone. Bref, Chantal, on se retrouve la semaine prochaine, mercredi, pour une autre chronique santé. Et on termine avec ta suggestion musicale que je ne connais pas. Je vais la découvrir en même temps que les auditeurs. Elle s'appelle You Give Me Hope et c'est la chanteuse Alain. Oui, absolument. Alors, un petit air un peu reggae, j'espère que vous allez aimer. Hmm. J'essaie de toujours vous partager des chansons qui me font vibrer moi-même, mais qui illuminent vos journées au Québec. Ben, bon restant de semaine, Chantal. On se retrouve Merci. bientôt. Bye bye. Bye bye.